Voilà, ici on est dans une chambre troupe, donc c'est donc le soldat qui venait se reposer, manger dans cet endroit. Et c'est un système de lit chaud, donc un soldat s'en va retourner à son travail. Ensuite, un autre qui a terminé son travail vient occuper le même lit que ce soldat. Vous avez donc aussi un système d'éclairage qui est le même dans toutes les galeries. Cet éclairage est très faible. Alors il faut s'imaginer, quand vous verrez à l'étage les longues galeries, comment les soldats devaient se sentir à cette époque-là, l'un à un bout, l'autre à l'autre bout. Quand il entendait du bruit, il se souvenait et il n'arrivait pas à distinguer qui c'était, ami ou ennemi. Et donc, pour se reconnaître, comme c'était des gens du coin, des Bonnes-et-Malles et des environs, qui venaient faire leur service militaire et qui étaient restés dans le cadre de la guerre qui commençait, eh bien, on parlait le patois d'ici. Comme ça, on était sûr qu'il n'y avait aucun Allemand qui viendra comprendre le français, plus le patois d'ici. On est dans un modèle de chambre d'officier. Vous avez vu que par rapport aux soldats, ils étaient bien plus privilégiés et ils avaient même l'occasion, pour se détendre un peu, de jouer à un jeu de société. Voilà, donc ici, le soldat qui avait été blessé vient se confesser auprès de l'aumônier. Donc c'était un prêtre soldat qui accompagnait les soldats, les régiments, tant dans les casernes que dans les combats. Ils étaient là pour soutenir les malades, les personnes qui avaient peur avant la bataille. Voilà, le soldat venait se faire couper les cheveux quand c'était nécessaire, un petit peu parler avec son coiffeur, on aime bien raconter des choses à son coiffeur, et lire une petite revue, histoire de se détendre. Et puis c'est important d'avoir les cheveux à de bonne taille, parce que n'oublions pas que le soldat porte toujours son casque quand il est en bataille, et donc c'est une bonne mesure d'hygiène. Voilà, donc ici on est face à des sous-officiers qui sont retournés dans leur chambrée après leur journée de travail et qui sont en train de se détendre, une petite bière et on tape la carte. Ici nous sommes dans le restaurant des officiers, donc le mess, et c'est ici par exemple que venait manger le commandant du fort qui s'appelait le major Jotran. Nous sommes donc ici dans les quartiers du commandant du fort, le major Jotran, qui a donc son bureau particulier avec son secrétaire, et à côté, il a droit à une chambre particulière. Jusque-là, vous avez vu comment était logée la troupe, les officiers et les sous-officiers. À l'étage, il a un bureau également, et ce bureau-là sert essentiellement en cas de bataille, puisque les 3 autres bureaux de tir sont à côté de lui, et il peut donner les ordres pour tirer avec les canons. Donc voici les Allemands réunis pour décider de l'attaque qui va se passer ici en Belgique le 10 mai 1940. À votre gauche, c'est le général Göring. Donc voici le plan décidé par les Allemands. Depuis Cologne, en Allemagne, 42 Junkers vont décoller tirant 42 planeurs. Ils vont suivre la route de façon à aboutir en Belgique. À 25 km de la Belgique, les Junkers vont lâcher les planeurs. Ceux-ci vont aller directement vers leurs 4 objectifs. Le fort des Bonnes-et-Malles, le pont de Vroonhoven, le pont de Veldwezet et le pont de Cannes. Pourquoi attaquer le fort et les ponts? Le fort pouvait détruire les ponts. Il était donc important d'être maître du pont. Et quel était l'intérêt d'être maître des ponts? C'était de pouvoir, 1, les traverser avec leurs troupes fantassins, et 2, de pouvoir progresser dans l'intérieur du pays pour arriver rapidement en France. Donc ici, les Allemands sont venus dans leur planeur avec beaucoup d'explosifs, dont cet explosif spécifique, la charge creuse. La charge creuse a quelque chose de particulier. Toute la poudre est concentrée en contrebas, ce qui permet, quand elle explose, de ne pas faire une grande gerbe d'explosion, mais elle explose vers l'intérieur, une implosion. Et comme il y avait 2 types de charges creuses, une petite et une grande, les petites de 12 kg, les hommes savaient les porter, les grandes étaient séparées en 2. Voilà, le soldat avait préparé ce côté-ci avec ses sacs de sable, ses poutrelles, et avait fermé la porte ici.
Quand la casemate a été prise, les soldats savaient qu'ils devaient retourner dans le couloir, faire la même chose de ce côté-ci. Et ils avaient reçu l'ordre de défendre contre l'ennemi si jamais il y avait une attaque. Alors, ça c'était le 10 mai. Le 11 mai, au matin, ils entendent du bruit, ils préviennent le commandant Van den Overra qui vient voir et qui leur dit « Restez ici ». On ne savait pas ce qui se passait. Ce qui se passait, un Allemand est descendu du massif, donc de 25 mètres plus haut, est venu placer la grosse charge creuse de 50 kg. Vous vous souvenez, vous l'avez vu là dans le musée en 2 morceaux. Il l'a placée ici, a tiré une longue mèche suffisante que pour lui grimper par les escaliers autour du mont de charge, et puis cela explose. Les soldats qui se trouvaient de ce côté-ci de la porte sont malheureusement décédés par l'explosion parce que cette charge creuse provoque une onde de choc et fait monter la température à 2800 degrés Celsius. Donc ils sont bien sûr morts. Et les autres membres de la caserne qui se trouvaient dans d'autres ouvrages ont ressenti le tremblement de cette explosion. On se trouve ici à l'infirmerie. Le médecin-chef était là pour noter tout ce qu'il fallait dans votre dossier et vous ausculter. Avant que la guerre ne commence, les soldats avaient quand même des blessures et ils venaient voir le médecin. Ensuite, la guerre a commencé. Les blessures ont été plus graves, surtout des brûlures. Mais vous voyez ici un blessé bien plus grave qui est opéré par le médecin. Vous voici arrivé après le bloc d'opération. Dans votre chambrée, au niveau de l'infirmerie, nous avons le médecin infirmier qui va pouvoir nous aider quand on est blessé. Les blessés ici qui étaient à l'époque de 1940 trop invalides que pour pouvoir suivre les prisonniers qui devaient aller en Allemagne, suivre les Allemands, ont pu d'abord être ici retapés avant d'aller dans une garnison allemande. Donc venez avec moi voir la salle des moteurs. Nous en avons 6, 2 dans chacune de ces niches qui servaient à alimenter le fort tant au niveau de la caserne, au niveau des coupoles pour faire monter les coupoles, pour faire tourner les coupoles, pour faire fonctionner les systèmes de chargement. Donc tout fonctionnait bien de manière autonome. C'est la pompe qui prend l'eau dans les nappes aquifères, il y en a beaucoup en dessous du fort, qui envoie l'eau au réservoir au premier étage qui va servir au canon. Quand les canons tirent, il y a beaucoup de fumée et il faut faire un petit jet d'eau pour diminuer cette fumée. Ensuite, l'eau est aussi amenée aux douches. Vous avez vu en passant que les soldats pouvaient prendre une douche par semaine et avec de l'eau chaude, ce qu'ils n'avaient pas dans leur maison nécessairement, même pas nécessairement l'eau courante d'ailleurs. Donc bienvenue dans la salle de douche où le soldat pouvait prendre une douche par semaine qu'il devait partager avec ses 499 autres collègues, sauf les 2 premières. Il avait droit à une douche par semaine et chaude, vous voyez donc les boilères d'eau chaude, et l'eau venait de la pompe à eau, vous l'avez vu tout à l'heure. Les 2 premières servaient aux militaires qui étaient officiers, voire sous-officiers. Eux avaient des douches privatives. Venez voir dedans. Sur la tête. Ils avaient donc possibilité d'avoir eau chaude, eau froide. Un modulateur. C'est donc une des conditions que l'État voulait améliorer au niveau de l'hygiène, c'était cette eau à portée de main qu'ils n'avaient pas nécessairement dans leur maison. Nous quittons la caserne qui était le milieu de vie du soldat pour aller vers son travail, vers les casemates et les bunkers. Au premier étage, voyez l'épaisseur de cette porte. À votre gauche, il y avait 2 ventilateurs qui permettaient de donner de l'air frais au niveau de la caserne. Voilà, il n'y en a plus qu'un, mais il y en avait un deuxième.
Voici le grand escalier que devait monter tous les jours le soldat qui devait aller travailler à son bunker, à sa casemate. Il avait mis dans l'ascenseur les munitions et le reste, il montait à pied, 25 mètres plus haut. Voilà, donc vous êtes arrivé ici au carrefour de l'étoile, comme une étoile 5 branches. Vous avez monté plus d'une centaine de marches, on se retrouve 25 mètres plus haut. Et là, je vais vous allumer la galerie de Hacourt qui va vous montrer la profondeur de cette galerie. Nous avons 12 degrés plus ou moins de manière permanente à cet endroit. À chaque fois, vous voyez, chaque galerie mène à des coupoles, à des bunkers. Celle-ci mène au mont de charge qui a servi à monter les obus. Et donc ici, dans cette galerie-ci, vous allez aller à la chambre des filtres, au bout duquel il y a un puits. Donc le puits se trouve ici, on est la liaison entre le premier étage, 25 mètres plus haut que la caserne. Le puits arrive juste derrière les ventilateurs pour amener toujours de l'air frais aux soldats qui se trouvent en rez-de-chaussée. Voilà, donc ici on se trouve dans la chambre des filtres. On se trouvait donc en 1940, 20 ans après l'attaque par les Allemands de la Belgique, où ils avaient utilisé le gaz moutarde comme arme de guerre. Les soldats qui se trouvaient ici ont peut-être aussi déjà combattu lors de cette guerre-là, où ils ont entendu leurs parents parler du gaz moutarde. Ils en avaient très peur et donc ils ont prévu une attaque au gaz. Si jamais elle se réalisait par les Allemands, eh bien, on avait des filtres ici qui filtraient l'air qui venait des côtés viciés pour expulser de l'air en rez-de-chaussée à la caserne qui était bien pur pour la respiration. Nous montons dans la casemate visée 2, et la casemate est donc un bunker avec 3 canons. Nous passons par la porte de droite. Et nous arrivons au pied de cette casemate. Des bancs pour se reposer et pour manger. Un mont de charge. Donc, le principe, gauche monte, le parti droite descend. Et on pouvait appeler celui qui se trouvait à l'étage supérieur, une petite sonnerie. On pouvait lui dire « ça y est, je monte ». Et alors, l'ascenseur montait. Un escalier tout autour pour pouvoir grimper à la casemate. Donc ici, un chariot de munitions qui pèse 250 kg. Les soldats les remplissaient pour pouvoir aller après auprès du mont de charge, le monter au premier étage. Et là, ils devaient commencer à le pousser, le tirer pour amener leurs munitions dans leur casemate ou leur coupole. Voilà, nous arrivons ici au-dessus de la casemate, où se trouve un intermédiaire, les chambres à douilles. Donc une fois que les canons ont tiré, les douilles, le reliquat de l'obus tombe dans sa chambre, comme ceci. Vous voyez, elle tombe de là, elle descend ici au sol. Quand un obus est tiré, il y a toujours du gaz qui s'échappe. Et donc c'est pour ça qu'on a fait les trous là au milieu. Il y a une chambre à douille pour chaque canon. Ceux-ci sont des tôles ondulées qui ont servi de coffrage. Maintenant, au niveau du soldat, c'était quand même bien plus rassurant d'avoir ce coffrage, surtout quand l'attaque commençait, parce que quand les bombes tombaient, on pouvait voir des petits morceaux de tuffeau qui s'effritaient. Le soldat devait se dire « c'est à mon tour maintenant ». Alors, le soldat avait comme commodité une toilette sèche, et donc, quand c'était nécessaire, plutôt que de mettre de l'eau, eh bien, il y avait des chauds de chlorure qui se trouvaient en dessous, qu'il pouvait aller chercher pour verser dans son trou, qu'il devait remettre de l'autre côté, parce que quand ça explose, c'est pas dommageable pour la santé, malheureusement, ça fait de la fumée. Et donc, quand on entend fumer, le soldat se dit « ça y est, c'est une attaque au gaz ». C'est encore une peur supplémentaire. Donc ici, on se trouve au mont de charge, où il pouvait mettre son chariot pour l'envoyer. Le chariot venait de la galerie d'en dessous. Il montait son chariot par ceci.
Le monte-charge qui vient de l'étage inférieur est électrique. Par contre, celui-ci est manuel. Et on a voulu encourager le soldat en lui disant que pour monter, il devrait faire 42 tours et pour descendre, il devrait faire pareil. Voilà, nous arrivons donc maintenant à l'étage supérieur de la casemate qui, elle, défendait vers le sud, donc vers Liège. Et donc nous allons voir les 3 canons, nous venons de voir les 3 chambres à douille. Voilà le premier canon avec ici le trou pour faire passer la douille une fois qu'elle avait tiré. Toujours cette protection de coffrage. Le deuxième canon. Donc il y avait 7 hommes par canon. Alors il faut s'imaginer ici 7 hommes par canon. Le troisième, il arrive. Qui travaillait et qui tirait à coups réguliers. La température monte ici entre 40 et 50 degrés. C'est presque un sauna. Et donc, grâce à l'eau que l'on a vu, que l'on pouvait pomper en bas, les tuyaux d'arrosage qui se trouvaient là, on vaporisait un petit peu d'eau au-dessus et ça faisait diminuer tout de suite la température. Donc, le chargeur, lui, met son obus dans le trou ici. Alors, au moment de tirer, il doit recevoir l'ordre. Il reçoit l'ordre la position est calculée non pas en degrés, parce que le soldat pouvait peut-être s'imaginer que par la position qu'on lui donnait en degrés, c'était quelque chose qu'il connaissait, donc on lui donnait en millième pour calculer l'élévation et pour calculer la position dans l'autre sens. Ici. Alors, une fois qu'on avait dit qu'il fallait tel degré, tel millième, on descendait. On posait. Voilà, ceci est sans doute la bonne position. Et puis on recevait l'ordre de tir. La douille est éjectée de ce côté-ci. Et puis on est prêt à recommencer quand c'est nécessaire. Voilà, nous voilà au terme de la visite. Merci Altéo d'être venu voir virtuellement le fort d'Ébénémal le plus grand, qui fonctionne grâce à notre ASBL, qui n'est composé que de bénévoles. De nombreux techniciens, de nombreux guides qui sont là pour vous montrer l'histoire qui s'est passée ici dans les années 40, mais également pour vous rappeler que beaucoup de soldats sont morts ici pour nous, pour notre liberté, et c'est aussi leur rendre hommage. Merci bien, au revoir.